bonsoir à toutes, bonsoir à tous ou bonjour si vous nous regardez en podcast. Et bien voilà, c'est reparti pour une 8e saison. On reprend les mêmes et on recommence, on continue tout simplement parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais on revient avec de nouvelles idées et de nouveaux progrès techniques. Première innovation d'importance, vous la vérifiez peut-être en ce moment même. Bien sûr, si notre émission est diffusée sur notre site comme à l'accoutumée, eh bien elle l'est également en ce moment sur YouTube, ce qui va vous permettre, vous, derrière votre écran, de la partager avec vos amis et ainsi eh bien, nous faire tous grandir. Pour le reste, le principe reste bien entendu le même, parler de littérature et des arts associés en nous rendant le plus possible en reportage sur place pour mettre en valeur les réalisations significatives et originales de notre communauté. Peu importe qu'elle soit célèbre ou pas, peu importe qu'elle soit visionnée, partagée, vue par le plus grand nombre, nous allons là où nous estimons que cela en vaut la peine. Le tout gratuitement, sans le moindre centime de subside, et c'est ce qui nous permet de garder notre totale liberté de ton et de contenu. Impertinent mais juste, eh bien c'est notre devise, vous le savez. Et maintenant, comme d'habitude, le pinceau mensuel du navet cagoulé qui aime toujours pas notre émission, peut-être même de moins en moins, mais qui continue à la regarder. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi. Mais écoutez, en attendant, je vais prendre un café. À l'occasion de la rentrée 2017, que doit-on craindre le plus? Un chaos institutionnel insoluble, après le putsch estival de Benoît Lutgen? Un énième coup de sang de Kim Jong-un qui pourrait être fatal pour l'espèce humaine? Une riposte terrible du bien trop prévisible Donald Trump? Non, c'est de la roupie de Sansonnet à côté de ce que nous allons devoir subir. La 8e saison de l'Actu TV et son cortège de reportages minaudants consacrés à des pseudo-artistes que personne ne connaît et dont tout le monde se fout éperdument. À la manœuvre, l'éternel agité du bocal, Bob Boutique. Ce bourlingueur du pauvre arpente la Wallonie de haut en bas et de long en large, muni de sa petite caméra pour traquer l'écrivain dont personne n'a lu le livre ou le peintre dont personne n'a vu les tableaux. Petit coq affûtant sans cesse ses ergots, il s'ingénie avec suffisance à démontrer à son interlocuteur qu'il en sait plus que lui en lui coupant sans cesse la parole. Charleroi semble être son point de chute favori. À en croire Karine Lourdes-Desgain, il s'en passe des choses à Charleroi. L'auteur à la casquette, tudinoise de naissance mais Carole de cœur, profite de la moindre initiative de la ville pour en faire un événement culturel important. Toujours pas de rue Baraka, titre de son premier roman à Charleroi. Elle en rêve d'autant plus qu'il y a déjà au moins une rue Baraki. Et puis, il y a le style Madame Prout ma chère d'Edmé de Harvey, ex-globetrotter aujourd'hui à la retraite, qui aime se gargariser auprès de tâcherons divers qu'elle interviewe en les toisant d'un regard complaisant, intimement persuadé qu'ils n'ont pas une once de son immense talent. Mais, que voulez-vous? Il faut se la jouer sympa avec le laborieux, sans cela, il y aura encore le toupet de vous en faire le reproche. Non mais, crotte alors, chacun à sa place. Et la présentatrice, Christine Brunet. Parlons-en. Si Pagnol et Fernandel ont associé Lassagne de Marseille à la jovialité et à la farniente, il en va différemment pour la belle Christine, staccanoviste impénitente, peu encline à l'humour. De sa voix si aiguë, cette anarise façon bouillabaisse nous agresse les oreilles au moyen d'interminables présentations. Sans compter qu'on serait en droit de réclamer des sous-titres tant elle massacre tout patronyme en provenance du nord de la Loire.
Alerte aux abris, c'est donc reparti pour 10 mois. Et 10 mois, c'est long, long, croyez-moi. Commandant Danowski, vous qui avez commis l'irréparable en donnant naissance à cette web télé insolente et imbuvable, mais faites quelque chose, merde. Au secours, help. Signé Le Navet Cagoulé. La ville de Bandol, c'est dans le sud de la France, près de Toulon, possède désormais son Salon du Polar, le premier, organisé par le cercle local des auteurs en collaboration avec la médiathèque municipale. Alors, c'est un reportage de notre chroniqueuse locale, Christine Brunet, avec un des organisateurs. L'association réunit environ 70 adhérents. Et elle a environ 5 ans. Voilà. Donc ces adhérents sont des auteurs bien sûr bandolais, mais également élargis à la région, j'allais dire la région toulonnaise, de quelques-uns de Marseille d'ailleurs, La Ciotat jusque vers Toulon. Alors quand même, depuis quelques années, les salons du livre fleurissent sur la Côte d'Azur, nous sommes d'accord, Bormes-les-Mimosas, Toulon, Hyères, Cassis, Marseille et j'en passe. Alors, est-ce que vous pensez que vous allez trouver votre place dans cette espèce de profusion de salons du livre? Comment? Avec quelle spécificité? Pourquoi ne pas trouver sa place dans la mesure où nous avons choisi la date assez éloignée finalement d'autres types de salons? Et c'est allé crescendo, donc il n'y a pas de raison. Il y a tout le côté organisationnel. Est-ce que la mairie s'est impliquée? Est-ce que vous avez des sponsors? Est-ce que la médiathèque a joué son rôle? Enfin, comment ça s'est organisé tout ça? Alors ça, c'est une très très bonne question. Certes, on ne pourrait pas travailler sans l'aide de la municipalité. On a un sponsor, on a essayé de toucher les grandes surfaces, les organismes bancaires. On a un seul sponsor, donc il faut le citer, c'est Super U. Comme voilà. Quoi? C'est vrai que les grandes surfaces s'impliquent. Voilà, celle-ci s'est bien impliquée et c'est important d'insister sur l'implication de la médiathèque. Ça c'est très important et c'est vrai que la médiathèque est partie prenante sur toutes les manifestations qui touchent de près ou de loin à la littérature, voire à la culture en général. Et c'est le cas où ils ont organisé à l'intérieur de la médiathèque une exposition sur Cent d'oignons. Après, les signes d'appel, c'est de trouver un parrain. Le parrain, on a trouvé quelqu'un d'une gentillesse extraordinaire, c'est Philippe Carrez, qui est auteur de polar et qui est aussi musicien et réalisateur surtout, puisqu'il a quitté ses plateaux de Plus belle la vie, où il tourne actuellement des épisodes de Plus belle la vie, le feuilleton. Bien connu. Voilà. Voilà, donc on a essayé de faire ce que j'appelle, moi, des signes d'appel à côté des gens qui dédicacent, ils sont un peu, j'allais dire, statiques. Donc de faire appel à des manifestations un peu plus dynamiques à côté des dédicaces. Alors pour cette première édition, combien d'auteurs ont répondu à l'appel? Alors on a une trentaine d'éditeurs. Et a priori... d'auteurs. Vous avez des éditeurs On a un éditeur qui a accepté de... Donc a priori, l'année prochaine, c'est rebelote? Alors l'année prochaine... Vous êtes partant? Oui, on est partant. Ça demande énormément de travail, puisque l'organisation, c'est quand même 6 mois de travail en amont. Hein. Mais je suis confiant. Et de toute façon, il fait très beau. On a eu de la chance, voilà, parce que chance, oui, voilà, hier il pleuvait. Je suis la météo marine depuis quelques jours et je prie le Seigneur, mais en bon Marseillais, j'allais dire que j'ai porté quand même un cierge à Notre-Dame de la Garde et je crois que Philippe Carrez l'a fait aussi et le ciel nous a écoutés, surtout Notre-Dame de la Garde, la bonne mère. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There is music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building your little house deep in the desert. You're living for nothing now.
I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night you planned to go clear. Did you ever go clear? The last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You've been to the station to meet every train there, and you came home without Lily Marlene. And you treated my woman to a flake of your life. And when she came back, she was nobody's wife. Well, I see you there with the rose in your teeth. One more 10 gypsy thief, while I see James awake. She sends her regards, and what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you, I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, while your enemy is sleeping and this woman is free, yes, and thanks for the troubles you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her that night that you planned to go clear. Since early ago, c'est une pièce de théâtre, un théâtre polar de Gaëtan Fosseur qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. On le dit, on le répète, Gaëtan devient année après année une véritable référence dans le jeune théâtre de la capitale. Non seulement par le rythme ininterrompu de ses productions, on le joue partout sur les scènes d'avant-garde, mais également par le style noir et machiavélique de ses pièces. Alors, un frère, arrivé voire arriviste, homme du monde, et une sœur, écrivain raté, se retrouvent après 5 ans suite au décès de leurs richissimes parents qu'ils ont d'ailleurs toujours détestés. Il y a un héritage à la clé, s'ensuit une espèce de pas de deux dont on ne connaîtra l'issue qu'à la toute dernière seconde, à voir de toute urgence, avec Amandine Carlier, Yuri Karfinkel et Jean-Pierre Valemack pour une mise en scène à la
Hitchcock. Donc c'est une nouvelle pièce que tu présentes et Ah oui. On a l'habitude maintenant et elle s'appelle L'Héritage. Oui. On demandera à JP Walbach, Le metteur en scène. Walbach, qui est le metteur en scène, de nous en parler. Mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir où elle va être jouée cette pièce. Dans 2 endroits différents durant le mois d'octobre, c'est-à-dire le 12 et le 13, dans un sympathique endroit dont je te détaillerai plus tard évidemment le lieu, c'est l'Harmonium. Le 12 et 13 octobre à l'Harmonium à 20h30, et ensuite on la reprend du 17 au 21 à la Clarencière. Je sais pas bien. Oui, mais l'harmonium, en fait, c'est quoi? Un petit café-théâtre qui se trouve rue Van der Kinderen numéro 293. Pour ceux qui connaissent un petit peu le quartier Uclois, c'est près de la place Van der Kinderen, entre la place Van der Kinderen et l'hôpital Edith Cavell. Donc voilà, c'est Il y a longtemps qu'ils font du spectacle? Non, c'est assez récent. C'est tenu par 2 jeunes agréables demoiselles, vraiment très sympathiques et très professionnelles et efficaces. Charlotte et Florence, et en fait ça fait un petit 2 ans, ça fait la 2e saison et ça marche très bien parce qu'il y a une belle carte au niveau théâtral, au niveau évidemment menu et Oui, tout ça, parce sûr. que tout est frais en fait, hein. Il y a du pain, du potage, beaucoup de produits frais, des boissons bio, il n'y a pas de tout ce qui est, pas de grandes marques du multinational et tout ça, donc voilà. Mais il n'y a pas de scène. C'est-à-dire que c'est le lieu qui compte, c'est le lieu qui est intéressant et c'est On l'ambiance. peut mettre combien de personnes là? Pour être vraiment bien à l'aise, 30, pas plus. Pas plus. Une jauge de 30. On est proche du public. On hein. est proche du public, c'est très intime. C'est d'ailleurs une pièce très intime, c'est déjà à huis clos. Donc huis clos dans une atmosphère très intime, voilà, ça relève évidemment, ça donne une meilleure impression sur le retour des jeux des comédiens. Voilà. Et à la Clarencière aussi, on est près du public, mais on met un peu plus de monde. On a un peu plus de cinquantaine. monde, mais Clarencière reste quand même tout à fait un théâtre également. C'est déjà plus théâtre, hein. Il y a un dénivelé, il y a un gradin, tu connais Bob? Bon, alors Jean-Pierre Walbach, Oui, bonjour. c'est pas la première fois qu'on te voit non plus, Oh. parce que tu étais le metteur en scène, ou non, tu jouais Je jouais, oui. dans la pièce Les Théâtrines d'Evelyne Wilbert. Oui, oui, Et oui. ça continue d'ailleurs. Mais ici, tu es le metteur en scène. Ici, je fais que la mise en scène et une petite figuration. Oui. Tu passes en vitesse comme Hitchcock dans ses films. Voilà, on te exactement, voit. Mais exactement. Hitchcock, parce que c'est un polar. Pour moi, le maître en tête, c'est Hitchcock, quoi, de pièces policières, enfin, des Oui. policiers, des polars, etc. Et donc, je me suis dit, je vais traiter ce spectacle, cette pièce héritage, comme un film policier à la Hitchcock. Mais en Donc, commençant par tricher. Parce que dans la pièce de Gaëtan, oui, il y a, en fait, qui s'appelle L'Héritage, il y a 2 frères qui sont en Voilà. dispute. Je ne veux pas entrer dans le détail parce que c'est très spécial. Et tu n'as pas 2 frères dans la pièce. j'ai pas de frère, j'ai un frère et une sœur. Alors, tu vois, donc, et Gaëtan, il est d'accord avec ça. Gaëtan est tout à fait d'accord avec ça parce que, comment dire, c'est un peu un accident. C'est-à-dire qu'on avait vu un acteur qui était trop occupé, enfin qui a dû se désister au dernier moment. Et donc, je me suis dit, mais on va prendre un frère et une sœur parce que le personnage féminin va encore nous bluffer davantage que deux frères, etc. Donc, Deux dans hommes. le texte, tu as remplacé il par elle. Il par elle, et elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce qu'elle est innocente, transparente et tout. Et c'est Amandine. C'est Amandine Carlier qui est magnifique. Et qu'on a déjà vu. Qu'on a- Elle a joué sur la péniche Fulmar, on y était. Et puis il y a Yuri. C'est qui ça, Yuri? Yuri Garfinkel, que je connais depuis pas mal de temps, mais j'avais jamais travaillé avec lui. Et c'est un garçon vraiment très sympathique et plein de talent aussi. Karatéka et compagnie. Karatéka. Enfin, il a Clown, de multiples acrobate. casquettes. Il a de multiples casquettes et c'est très, très, très bien. Et là, il a une casquette de rôle dramatique. Et ça marche très très bien aussi. Et il est surprenant aussi. Enfin, tous les deux. L'histoire, Sans entrer dans les détails. l'histoire telle que je la vois sur le net, disons, l'accroche. Hein. C'est 2 frères qui se rencontrent, ils se sont plus rencontrés depuis 5 ans, Oui. et ils se rencontrent parce qu'il y a un héritage important en Et jeu, voilà. et, Et comme voilà. ils s'aiment beaucoup, ils vont se partager, c'est ça? Ils vont se partager. Oui, ils vont se partager. Il ne faut pas trop en dire. Mais bon, on sent qu'ils ont eu. Enfin, ils s'aiment, ils se détestent en même temps. Il y a tout ce phénomène de détestation et d'amour qui est sous-jacent, etc. Enfin, Disons qu'en tout cas, c'est certainement pas un héritage qui va se passer facilement. Ah non, ça va être. Et on se demande, durant toute la pièce, qui roule l'autre. Hein. Exactement, oui. Et jusqu'à la fin, on se demande qui. Enfin, à la limite. Ah non. Il y a des surprises jusqu'à la fin. C'est un thriller, quoi. Il y a un retournement de situation, des retournements de situation. Ouais. Et la pièce n'est pas très longue, elle dure 1 heure, mais ça rebondit tout le temps. Et l'harmonium et la Clarencière conviennent parfaitement ça. À la Clarencière, j'aurais plus de moyens techniques pour l'éclairage et tout, parce que je vais donner une ambiance justement à la Hitchcock, en noir et blanc, avec des effets spéciaux, etc. un petit peu, et tout, que
que je préfère mieux, je pense, à la clairancière qu'à l'harmonium. Mais l'harmonium, ça va être un très très bel endroit aussi. La technologie ne cesse d'évoluer, de nous dépasser, de nous précéder, de nous larguer. Ainsi en est-il des radios qui quittent tout doucement les ondes hertziennes pour nous parvenir via notre téléphone, voire via Internet. Nicolas Brézou est gestionnaire de projet à la RTBF et participe activement à l'élaboration d'une application qui nous permet déjà de sauter d'une radio francophone belge à une autre, de la plus petite à la plus grande, d'un simple clic. Cela s'appelle Radio Player et remplacera d'ici peu notre bonne vieille radio à molette qu'il nous faut, vous savez, bouger pour avoir une meilleure écoute. Il s'agit d'un reportage média de Bob Boutique. En effet, Christine, on va reparler radio et essayer, comme nous le tentons d'ailleurs depuis quelques années, d'y voir plus clair, quitte à se répéter. On compte en Belgique francophone une centaine de radios. Et parmi celles-ci, il y a le groupe des 6 radios de la RTBF, Vivacité, La Première, Classique 21, etc. 11 groupes privés comme le groupe Bel RTL, Contact, Fun, Nostalgie, Énergie, etc. 5 radios régionales et environ 70 ou 70 radios locales. Toutes ces radios émettent en FM, en fréquence modulée, et ont donc reçu une ou plusieurs fréquences de la part du CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de façon à ne pas se chevaucher, comme cela arrivait parfois dans le temps. Elles sont donc reconnues et ont le droit de diffuser sur des longueurs d'onde qui vont grosso modo de 90, 90 à 110 MHz. On parle donc ici des radios classiques, qui possèdent un studio, un émetteur, une antenne, et diffusent par conséquent par les airs, ce qu'on appelle la voix hertzienne. C'est la radio qu'on écoute sur un poste transistor, dans son grenier, à la cave ou dans la voiture. Et là, le son, la qualité d'écoute est limitée par la puissance de l'émetteur, la distance, et puis tout ce qui peut entraver une bonne propagation des ondes, le temps par exemple, des pylônes électriques, des montagnes de tunnels, etc. Heureusement, la technologie avance à grands pas, on en a déjà parlé, et depuis, de nouvelles techniques de transmission se sont développées. Et il y a parmi elles le DAB+, qui est toujours diffusé par une antenne, et qui est donc transmise par les airs, mais sous la forme d'un signal numérique. Donc ce sont des 0 et des 1 que plus rien ne peut brouiller. Ou ça passe, ou ça ne passe pas, puisque c'est un fichier numérique complet. Donc une véritable amélioration qui demande toutefois des émetteurs et des récepteurs adaptés. Donc investissement du côté des radios, et pour les petites radios locales, c'est un peu compliqué, mais investissement également du côté des auditeurs, car tous les postes installés dans les voitures ou chez vous ne sont pas encore compatibles avec le DAB+. Donc il faudra peut-être acheter un autre appareil et investir. Puis encore plus récent, il y a la radio qui vous parvient par vos smartphones et par le réseau des fournisseurs téléphoniques, avec la 4G et bientôt la 5G. Mais attention, si la radio transmise par les airs est gratuite, celle qui parvient par le téléphone consomme des gigas sur votre réseau et coûte donc un peu d'argent. Et enfin, last but not least, il y a toutes ces radios Internet qui se développent à toute allure. Et là, c'est illimité. Une fois le forfait payé, on peut écouter la Chine ou l'Uruguay aussi facilement qu'on écoute Bruxelles. Bref, les 100 radios francophones belges dont je vous ai parlé peuvent nous parvenir aujourd'hui par tous ces canaux. Donc il y a les airs, l'analogique,
par les airs, le téléphone et Internet. Et là, le choix devient exponentiel, même si la plupart du temps, chacun de nous se contente de préprogrammer 3 ou 4 postes. Alors, pour essayer de simplifier, normaliser et mieux gérer tout ça, les grands de la radio en Belgique ont décidé en 2014, à l'occasion de la célébration du centenaire de la première émission de radio belge, donc c'était en 1914, ils ont décidé ensemble de créer une plateforme commune pour la radio numérique de demain. Alors, plus besoin de se brancher sur Radio Charles-Quint, Radio Passion, Radio Aiguezé, Bel RTL pour les écouter. Il existera désormais une application qui vous permettra de les écouter toutes au départ d'un seul site, que ce soit d'ailleurs sur votre PC, votre portable, sur vos tablettes ou le téléphone, et cela s'appelle radioplayer.be. De là, vous pourrez désormais sauter d'un poste à l'autre sur un simple clic. Pour autant, bien entendu, qu'on puisse atteindre cette radio par Internet. Un entretien un peu technique, mais d'avant-garde, avec Nicolas Brézou, gestionnaire de projet à la RTBF. Je crois que c'est en 2014 que les radios concurrentes se regardent, se voient et disent on devrait faire quelque chose ensemble. Et si je me souviens bien, il y avait Francis Goffin pour la RTBF, il y avait Eric Adelbrecht, ce sont des gens qu'on a déjà vus pour le groupe RTL, et Marc Vossen pour Énergie. Oui, tout à fait. Et c'était à l'occasion du 100e anniversaire. Grégory Finn de Fun Radio. S'il vous plaît. Grégory Finn de Fun Radio qui a rejoint par la suite. Ah, à l'époque, ça j'ignorais, oui. Oui. Ouais. Mais effectivement, en 2014, il a été décidé de se mettre ensemble, de s'associer, afin de proposer un projet commun de diffusion de la radio, numérique de la radio. Donc c'est vraiment la famille des radios belges francophones réunies au sein d'une seule et même plateforme. Est-ce que ça, en principe, permet à des radios, par exemple, tout à fait locales ou régionales, d'avoir plus d'auditeurs? Oui, parce que ça leur donne une meilleure visibilité. Elles sont aux côtés des grosses radios belges francophones, au même titre, dans la même liste. Vous pouvez les mettre en favoris de la même manière que les grosses radios. Oui. On a démarré en 2014 avec une diffusion sur Internet pour votre desktop ou votre laptop. Un accès via Internet, votre browser Internet. Oui, c'est ça. Il est rapidement apparu qu'il était important de développer une application native pour smartphone et tablette. Pour raisons diverses, vous pourriez par exemple continuer à écouter les radios belges francophones après avoir traversé la frontière, là où les radios ne sont plus diffusées en FM ou en DAB+. Et donc, d'où l'intérêt de se retrouver dans les autoradios. Radio Player travaille là-dessus. Nous sommes en contact avec des grands groupes automobiles mondiaux. Nous, Petite Belgique, nous pourrions être en contact quand même directement avec elle, mais l'intérêt de s'être fédéré au sein de Radio Player Worldwide permet d'avoir plus de poids. Donc, c'est avec ce poids-là que l'on va voir les constructeurs automobiles. Si un jour, ça peut arriver, Internet se scratch complètement, un jour, 2 jours, 15 jours, que sais-je. Ou comme pendant les attentats. Les radios qui émettent avec une antenne et un émetteur pourront encore être accessibles. Tout à fait, d'où l'intérêt d'où l'intérêt de les garder et d'où l'importance du projet DAB+, qui est actuellement en cours d'élaboration. Oui. Sauf que pour le DAB+, souvent les appareils doivent être adaptés. Il faut un récepteur compatible DAB+. Notamment dans les voitures. Oui, tout à fait. Mais c'est en train de changer. Et voilà, une adresse à retenir, radioplayer.be. Vous y retrouverez en un seul endroit et sur un seul clic toutes les radios de Belgique se trouvant sur le net. Un nouveau thriller de Christine Brunet, HX13. Marseille, la Pointe Rouge. Des cris de mouettes et de gamins, on court, on s'agglutine autour d'une protubérance, un bras sur le sable. À quelques kilomètres de là, à la Joliette,
la légiste du service d'investigation et de recherche criminelle reçoit une tête dans un carton. En Guyane, un projet secret de voyage spatial dérape. On confie l'affaire à Axel de Montfermy. Plus loin, en Méditerranée, à bord d'un casino flottant, un tueur égrène les cadavres. Tandis que l'enquête n'en est qu'à ses balbutiements, une nanopuce, génération HX, implantée dans un cerveau humain, s'éveille. Jusqu'où l'être humain ira-t-il dans sa quête de la connaissance et du pouvoir? HX13, le dernier thriller de Christine Brunet. Sylvie Godefroy n'est pas seulement l'une des responsables de la section littérature de la SABAM, la Société belge des droits d'auteur, mais également une écrivain qui, d'année en année, gravit les échelons de la notoriété. Après l'anagramme d'essence et la balade des pavés, elle publie en octobre prochain aux éditions Genèse un troisième roman marquant dont le titre Hope n'est pas sans intriguer car il est associé à une couverture inquiétante et un pitch qui ne l'est pas moins. Abandonnée par ses parents, Hope est une jeune femme au physique ingrat et aux humiliations multiples. Elle a connu toute sa vie les moqueries et les colibés. Elle décide alors un jour de se venger. Elle élabore un plan diabolique. 10 personnes choisies au hasard mourront. Qui sera choisi? Comment et pourquoi? La première nouvelle, bonne nouvelle même, et c'est que Sylvie présentera son bouquin au Théâtre du Fou Rire le jeudi 19 octobre en fanfare à l'occasion d'un événement auquel nous sommes tous conviés. La seconde, c'est qu'elle entrera dès le mois prochain dans l'équipe d'Actu TV où elle chroniquera sur Roussel. Bon, Sylvie, on te connaît pour 2 raisons. D'abord parce que tu es à la SABAM. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que tu es devenue en quelques années Madame Littérature? Je suis devenue Madame Littérature et Madame Art de la scène à la SABAM. Oui. Ceci dit, j'ai lu, à tort ou à raison, que la SABAM avait un chiffre d'affaires moins important ces dernières années qu'avant. Écoute, je ne sais pas trop, peut-être au niveau des perceptions collectives, mais je pense que la SABAM est une boîte très saine avec une gestion efficace et que l'avenir des auteurs est garanti encore quelques années. Alors, tu es aussi une auteure. Oui. Et j'ai remarqué une chose, chaque fois que vous sortez un auteur un peu dynamique, hein, oui. il y en a comme quelques-uns, pas des tas, mais il y en a quelques-uns. Un auteur dynamique, maintenant, lorsqu'il sort un bouquin, d'abord il fait une bande-annonce, etc. Et puis souvent il crée un petit événement pour annoncer son bouquin, ce qui est ton cas. Voilà, chaque fois que je sors un bouquin, on crée l'événement chez Cathy Thomas. Je suis du genre loyal et fidèle, excessivement fidèle. Et je le suis à Cathy Thomas et je le serai si un jour j'ai la chance d'être une auteure réputée, je continuerai à être fidèle à Cathy. Mais je me pose une question. Si la mode vient de chaque fois créer un événement, lorsqu'on sort un bouquin, bon, pour finir, les gens des médias ne vont plus les suivre, ces événements. Alors, tout est question de regard et de sensibilité. Il est clair que, surtout au niveau de la rentrée littéraire, il y a tellement d'auteurs, tellement de livres, qu'on est noyé dans une espèce de masse pour créer un peu la surprise et pour qu'on ait peut-être la curiosité de venir à ma rencontre. Il faut que je fasse les choses un petit peu différemment. Mon métier à la SABAM m'invite à créer des événements régulièrement. J'ai peut-être le sens de la communication. Je pense que ça, on peut me le laisser. Voilà, je pense qu'on peut me le laisser. Si je ne devais mettre en avant qu'un seul atout, c'est celui de la sincérité. On parlait tout à l'heure de la transparence. J'écris exactement comme je suis. Je ne triche pas à aucun moment. Tu racontes souvent ta vie, hein. Écoute, dans celui-ci, non, mais dans la balade des pavés, je raconte l'histoire d'une femme à qui on annonce un cancer. J'ai eu évidemment, alors ça va peut-être te surprendre, j'ai eu la chance de vivre cette histoire, d'avoir un cancer. C'est terrible ce que je dis, mais aujourd'hui je mesure complètement l'impact. Et maintenant, tu es en rémission. Maintenant, je suis en rémission. L'événement que tu crées au Fou Rire. Oui, que le Fou Rire crée. Ou que le Fou Rire crée. Bon, le bouquin va s'appeler Hope. Mais j'ai vu sur la première page de couverture qu'il y a 10 personnages, c'est bien ça, que tu vas assassiner ou je ne sais pas quoi. Ah, moi je ne tue personne, je ne vais te raconter. Mais ton héroïne. Mon héroïne, en tout cas, fomente ce projet. Alors, le fera-t-elle ou pas, il faudra lire le bouquin.
Mais moi j'ai pensé immédiatement, évidemment, à Agatha Christie. Ah, les 10 petits nègres. Les 10 petits nègres, ou alors les 10 petites négresses. Écoute, on va dire les petits nègres parce qu'il y a des personnages masculins, des personnages féminins qui traversent l'existence en étant à la fois les meilleurs et les pires d'eux-mêmes. Ouais. Ce sont des gens qui sont bourreaux et victimes de leur... Mais c'est pas dans un univers clos, hein, comme dans Agatha Christie. Non, c'est pas... Non, mais rien à voir avec Agatha Christie, si ce n'est qu'ils sont 10, et que le narrateur explique pourquoi elle a envie de les tuer. Elle s'appelle Hope, et elle est née moche. Elle est née vraiment très très moche. Et dans une société de consommation, où l'image est tellement importante, c'est un fardeau qui n'est pas anodin à porter. Il faudra lire pour comprendre, mais ce n'est pas simplement une femme qui manque de beauté, c'est une femme qui a un physique vraiment disgracieux. Difficile, comme on dit. Voilà, alors je ne sais pas si vous avez vu le film Elephant Man et compagnie, c'est physique un petit peu... À ce point-là? Oui, c'est une femme qui est née vraiment... difforme. Et qui donc doit vivre comme elle peut, et qui très jeune fait les frais de la solitude parce que ses parents ne vont pas trouver le courage de l'élever, ils vont l'abandonner en la mettant à l'abri du besoin, mais ils vont l'abandonner quand même. Et donc elle va grandir dans un univers où tout lui rappelle constamment qu'elle est un monstre aux yeux des gens. C'est parti aussi de conversation avec mon éditeur parce que quand une idée vient, on en parle. Quand on a une bonne relation avec son éditeur, et j'ai la chance d'avoir une magnifique relation avec Danielle Ness, qui est une femme particulière et extraordinaire, eh bien elle me recadre, elle me dit oui, ça c'est bien, mais tu ne penses pas que... Et alors, de fil en aiguille, on est Je crois qu'il n'est même pas possible de parler de tes 2 derniers bouquins sans parler de ton éditrice. Ah non, bien sûr, c'est... Parce que Danielle Ness, elle est passée dans notre émission. Oui, elle est télégénique, elle est magnifique. Oui, d'abord elle est très belle aussi. Mais en plus de ça, moi j'ai très bien noté qu'elle voulait ne pas avoir trop d'auteurs, mais essayer de les garder longtemps. Ah oui, c'est ça, et elle veut les développer. Elle veut sa galerie d'auteurs à elle, à Genèse. Quoi. Voilà, c'est ça. Et des auteurs maison qu'elle peut... Alors, c'est pas tout à fait ce que je pense, mais je ne sais pas l'exprimer autrement. Elle veut les modeler, mais il faut se la faire. Ah, elle a un caractère particulier. Danielle, c'est une femme de caractère, de tempérament. On ne peut pas faire ce qu'elle fait si on n'a pas un tempérament. Et donc, oui, effectivement, c'est une femme... Si c'est pas bon, on va te faire commencer. Ah oui, si c'est pas bon, elle me le dit. Moi, je grandis sur le chemin des verbes et je le dois à Danielle, vraiment. À Danielle et à Cathy Thomas. Les deux sont des parties indissociables de mon devenir d'auteur. Maintenant, c'est peut-être ma dernière remarque. Tu es une professionnelle, tu es devenue en tout cas une vraie professionnelle, je crois que personne ne le conteste, mais tu deviens une vraie professionnelle dans la gestion de ton évolution d'auteur aussi. Oui, c'est indispensable. C'est indispensable aujourd'hui. Les métiers changent, tous les métiers changent. Que ce soit dans n'importe quel secteur, dans n'importe quel type d'entreprise, on constate des nouveaux métiers, des nouveaux médias. Je pense qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter, les réseaux sociaux sont essentiels. Moi, j'habite Facebook. J'habite Facebook, que ce soit pour mon métier à la SABAM, où je vais à la rencontre des auteurs et j'apprends beaucoup de choses sur eux, sur leur vie, sur leur actualité, c'est fantastique. Mais je suis moi-même une auteure qui communique beaucoup avec les gens, avec mon réseau. Et donc, il y a 2 choses qui m'identifient sur Facebook, ce sont les photos de mes tasses de café. Partout où je vais, quand j'ai un rendez-vous professionnel ou artistique ou amical, je suis toujours la première parce que je suis très très ponctuelle au point d'être une demi-heure à l'avance partout. Moi aussi en général. Je prends un café et je poste ça sur Facebook. De te construire un personnage. Oui. Ton personnage, c'est toi. Oui, je suis incapable de tricher, donc je suis comme je suis. J'espère qu'un grand nombre de personnes vont continuer à m'accorder leur confiance et me lire et voilà, et grandir avec moi sur ce chemin-là. Mais je suis comme je suis, avec toutes mes imperfections, avec parfois mes états d'âme. Et je pense que ma seule ou ma principale qualité, c'est cette sincérité-là. Je n'ai que ça à offrir au public. Et ton principal défaut? Mon principal défaut, je suis ambitieuse. Alors un défaut, une qualité, je ne sais pas. Alors je dirais je suis têtue, déterminée, et je laisse peu de place à autre chose qu'au verbe. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant là
javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Et maintenant, je vous propose d'aller au cinéma. Au programme, un film étrange, La légende de Marie Lino, un thriller belge de Steve Jeunnequin qui flirte avec le paranormal. Steve n'a jamais étudié le cinéma, il est issu d'une école d'hôtellerie, il a été chef de cuisine dans les plus grands restaurants de Belgique, il a même participé à l'émission de télé-réalité Masterchef sur TF1. Il a participé à de nombreux films en tant que figurant, silhouette, voire second rôle, jusqu'au moment où il décide bien de passer derrière la caméra et de réaliser son propre long métrage à partir de rien, c'est-à-dire pas un euro, mais 42 personnes sur le plateau pour 4 mois de tournage. Eh bien, figurez-vous, son film est terminé. Un thriller policier tiré d'un roman de Pierre-Paul Nélis, Double meurtre à Sainte-Rolande, avec Juliette Nothomb, la sœur d'Amélie Nothomb, dans le rôle du spectre de Marie Lino, la dernière sorcière brûlée vive à Charleroi en 1630. Il s'agit d'un reportage de Karine Laure Desgain. Il y a un cadavre. On n'est pas là pour parler de ballon. On n'est pas là pour parler de ballon. Il faut soutenir la communion. Vous êtes là pour répondre aux
question du commissaire. Merde alors. Pain ou pain? La légende de Marilino, au départ, c'est un roman. Et comment tu as fait connaissance avec Pierre-Paul Nélis? Et tu le connaissais déjà avant? Tu as lu ce roman? Comment ça s'est passé ça? Pas du tout. C'est une rencontre improbable au départ. Nous étions sur une exposition au SLAR et Pierre-Paul Nélis était en exposant. Je ne connaissais pas et il ne me connaissait pas non plus. Donc il a accroché au concept et il me dit vous êtes proche du cinéma, est-ce que ça vous tenterait de faire un film ou faire de la vidéo? Et voilà. Derrière ici, le cerveau ça me chipotait aussi, mais pas plus d'engouement que ça, de me dire je me lance, pas d'idée, rien du tout. Et puis le SLAR se termine et quelques semaines après ou un mois après, il y a Pierre-Paul qui reprend contact avec moi et qui me suggère son roman. On partait sur une base, dans ma tête, je me dis on va partir sur une base de C'est arrivé comme chez vous, pas par rapport à faire du copie-colle avec ce film-là, juste pour les conditions. Donc, une caméra qui n'est pas professionnelle à la base, mais qui est de très très bonne qualité, de chez Nikon, pour ne pas les citer. Et pas forcément de micro, pas forcément ça ne veut rien dire, hein. Roger Vadim a tourné comme ça pour éduquer à la femme. Hein, donc, justement. Donc, nous, ça fait 7 ans qu'on tourne comme ça. En se disant, on n'a pas. Le défi, c'est de se faire un film, pas un court-métrage, un film, donc longue durée, sans aide financière. Donc sur fonds propres, moi et Pierre-Paul Nélis. Et de fil en aiguille, on a prolongé le tournage en 4 mois sur beaucoup de week-ends. Quelques jours en semaine quand tout le monde était disponible, ça c'était le gros nerf de la guerre, puisque bénévolement, c'est des gens qui ne se calent pas. On avait des figurants et des comédiens qui ont un travail sur le côté, donc tout mettre en parallèle, c'était pas évident du tout même. C'était mes grandes craintes et peurs, c'est qu'à un certain moment, nos acteurs principaux nous lâchent, puisque s'ils décrochaient un contrat extérieur rémunéré, c'était, excuse-moi, mais je préfère aller là-bas. Donc c'était vraiment un risque à prendre et on l'a pris et ça s'est bien terminé, l'histoire. Vous êtes en post-production? On est en post-production. Ça veut dire quoi? Post-production, ça veut dire que tous les rushs sont mis bout à bout, la sélection des rushs sont mis bout à bout, nous avons le scénario global terminé, la finalité, donc d'un point A à un point Z avec le générique de fin qui est déjà fait. Et puis après, le film il se verra où et quand? Ah, ça c'est le grand... La distribution. La distribution, parce que si on passe en mode classique, vous êtes réalisateur connu et tout, il faut demander avoir une boîte de production, ce qu'on n'a pas, une boîte de distribution, ce qu'on n'a pas, donc on part vraiment sur du cinéma indépendant, on va dire. Donc il va falloir qu'on fasse des promos nous-mêmes. On a déjà des contacts avec Alain Belot, qui nous a offert gratuitement, et on le remercie 1000 fois et encore pas assez, qui va nous mettre une salle de cinéma à disposition qui se situe à Serfontaine. Ah, c'est chouette ça. Donc 260 personnes, on compte faire la première diffusion, l'avant-première là-bas. Donc ce qui veut dire qu'on va regrouper tous les comédiens, tous les figurants pour les remercier aussi. C'est un peu normal. Et alors contacter justement... tout ce qui est remercier les jeunes de la culture aussi, Michel Robert de Gerpine, qui nous a ouvert des portes grandes comme ça, avec la police, on a quand même les policiers de Gerpine qui ont participé au film, on a eu tout le matériel de la police, on a eu la disposition du commissariat aussi, donc c'est bien quoi, c'était bien, c'était chouette. Il y a quand même des gens qui s'impliquent. En fait, le plus grand étonnement dans un film, c'est de voir qu'on l'a terminé. Oui. Alors, La légende de Marilino, aujourd'hui, c'est un film. Au départ, c'est un de tes romans. Double meurtre à la Sainte-Rolande. Oui, tout à fait. Alors, j'ai lu un peu l'intrigue. Il est question de paranormal. Il est question du spectre de Marilino. Bon, voilà, moi, j'ai fait une bouillabaisse avec tout ça. Tu nous expliques un peu? En fait, la création de Double meurtre à la Sainte-Rolande est arrivée de manière très spontanée. Déjà par deux faits dans la commune. C'est que Marilino, elle est inconnue au bataillon par les Gerpinois et Octave Pirmé n'est plus dans les mémoires. C'est qui Octave Pirmé? Octave Pirmé est un écrivain du 19e siècle qui est en fait l'arrière-grand-oncle de Marguerite Yourcenar. Le nom est resté. Moi j'ai eu le bonheur en fait d'avoir un livre dédicacé de Octave Pirmé que j'ai retrouvé.
de 1846, et j'ai lu le bouquin, et c'est vrai que, on va dire que c'est charmant, c'est simplement de la littérature charmante. Et moi, en rencontrant Michel Robert, l'échelon de la culture, on a parlé de Gerpine. Par hasard, il s'est fait que j'ai parlé du tri Marie-Lino. Pourquoi? Parce que j'avais été me promener sur place. Le tri, c'est quoi le tri? Le tri, c'est un lieu-dit. Un lieu-dit à Gerpine. Et en étant dans le tri Marie-Lino, je me suis dit, mais d'où vient ce nom, quoi? Et donc j'en ai parlé avec Michel Robert. Et Michel Robert m'a dit, écoute, c'est la dernière sorcière, entre guillemets, qui a été brûlée à Charleroi sur un bûcher, normalement à cet endroit-là. Au 17e. Au 17e, verset 150. Et moi je me suis dit, personne ne la connaît, quoi. Alors j'ai commencé à faire un petit peu de recherche et Michel Robert m'a donné un bouquin qui parlait évidemment de Octave Pirmé et de son historique. Et là-dedans, Octave Pirmé atteste le fait qu'il allait jouer dans le bois du tri Marie-Lino avec son frère Fernand dans le but de se faire peur. Et alors l'idée m'est venue évidemment de refaire vivre mes deux personnages. Et puis mon imagination a fait le reste. Voilà. Que raconte le film? Le film raconte quoi? Deux meurtres parfaits. C'est-à-dire que il y a un fou dangereux qui travaille dans un laboratoire du côté de Malmedy et qui est quelqu'un qui est chercheur et donc qui a trouvé ce qu'on appelle les produits efficaces pour provoquer une mort dite naturelle. Et il arrive à Gerpine et là, il va assassiner un jeune homme parce qu'il a décidé de choisir ce bonhomme là au hasard dans la foule. Le gars est rond, le gars est différent des autres, il est habillé en sapeur, il ne porte pas d'armes, et voilà, boum, il meurt. Et donc... C'est un poison alors? C'est un poison, dont je donne d'ailleurs la formule qui est tout à fait possible. Hein. Et c'est Marie-Lino, évidemment, qui va mener l'enquête, et comme c'est un effet paranormal, elle est dans une autre dimension. Marie-Lino qui est un spectre en fait. Qui est un spectre, elle revient, elle a la possibilité de revenir pour venger les choses qui ne sont pas élucidées. Alors Steve, à la fin, on sait quel est qui est le meurtrier? On sait ou voilà? Je vais dire mystère et 4 points d'interrogation. T'es sûr? Oui, c'est une fin qui je laisse à l'appréciation du public. Donc on ne saura pas. Je ne pense pas. L'éditeur du mois est une nouvelle maison d'édition née il y a 3 ans à Charleroi et qui donne l'impression à première vue d'être bien partie car Lilys Édition est une association sans but lucratif qui a choisi de ne publier dans un premier temps que quelques titres par an tout en veillant à gérer ses finances avec beaucoup de souhaits. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre. Un projet qui est né sur un coin de table après une longue discussion sur le monde littéraire et les nombreux requins qui nagent dans ces eaux houleuses. Dixit sa responsable Émilie Malborny que nous avons rencontrée en juin au salon au Festival du Polar dans une ambiance très curieuse. Voyez plutôt. Émilie, une curieuse ambiance. Ouais. Et en fait, on est au boulevard du Polar, c'est le seul endroit qu'on ait trouvé où il n'y a pas trop de bruit pour faire une interview. Mais bon, nous, que ça passe, c'est le principal. Alors, tu es une nouvelle éditrice à Charleroi, Lilys Édition. Ma première question, c'est pourquoi encore un nouvel éditeur? Il y en a quand même pas mal en Belgique. Oui, mais pas beaucoup d'éditeurs à compte d'éditeurs et d'éditeurs classiques. Donc, c'est-à-dire qu'on a été vraiment encadré par tout ce qui était les acteurs du livre classique en Belgique et en France pour nous amener à faire du bon boulot. Donc, c'est-à-dire ne pas arnaquer les gens et partir dans ce qui était participatif ou compte d'auteur volontaire. Donc, quelque part, tu es une auteure déçue par l'édition. Exactement. J'ai été éditée par un éditeur français qui a fait faillite, puis j'ai tenté l'auto-édition, ça ne m'a pas convenu, et donc du coup je me suis dit, autant faire le boulot moi-même et aider d'autres auteurs aussi. Tu as été arnaquée peut-être? Oui. Pour un montant important? Assez, oui. Donc en fait, on t'a promis monts et merveilles, tu as dû payer, et puis tu n'as pas eu la moitié de ce que tu voulais. Voilà, c'est ça. Est-ce que créer une maison d'édition, c'est pas quand même une gageure, non? Une gageure, je sais pas. Je pense que si on est passionné par le métier, c'est juste un passe-temps qui devient un peu plus au fur et à mesure des années. Et depuis qu'on grandit, en fait, ça devient une priorité. Voilà. Dans ton cas, c'est la passion, quoi. Voilà. Alors, tu es écrivaine toi-même? Oui.
Tu as déjà écrit combien de bouquins? Alors j'ai écrit une trilogie et j'ai un 4e qui sort fin novembre en anglais. En anglais? Ah bon, tu écris en anglais aussi? Oui. Donc tu es une parfaite bilingue. C'est ça. Voilà. Et maintenant, tu comptes, je pense, publier combien de bouquins par an? Alors on en publie entre 5 et 7, donc ce qui fait que depuis 3 ans, on en est plus ou moins à 17 titres dans la maison d'édition. Ouais. Quand j'ai appris la naissance de la maison d'édition, qui existe depuis 3 ans, je crois, hein, oui. de retrouver Henri Collignon, qui est donc le boss, en fait, oui, on peut dire ça, le boss du salon de Blénimine, qui n'a pas eu lieu cette année, mais qui, lui, était auto-éditeur, en fait. Oui, il s'est un peu auto-édité avec les éditions Baudelaire, mais ici, il est passé chez nous, nous a envoyé son manuscrit, ça nous a plu, on l'a retravaillé, il est sorti. Et comment faites-vous, disons, concrètement, donc quelqu'un apporte un manuscrit, vous avez évidemment avec 7 ou 8 auteurs par an l'occasion de pouvoir passer un peu de temps sur le travail à faire. Voilà, alors ce qu'on fait, on passe de presque 6 mois à retravailler le livre en lui-même, parce qu'il y a des commentaires, on retravaille les langues, les incohérences, les fautes. Le travail du comité, de lecture, quoi. Ça c'est comité éditorial, le comité de lecture, quand on choisit un livre, on passe d'abord par un comité restreint et puis après un comité plus large et après je prends la décision pour savoir si on le publie ou pas. Et que fais-tu pour vendre? Rien, je laisse les gens venir, je les laisse regarder, je laisse toucher le livre, regarder l'écriture à l'intérieur, lire quelques passages et puis après je leur dis que s'ils ont... Mais tu ne te fais pas diffuser et distribuer Là si. Alors on a un diffuseur depuis août. Qui nous distribue, nous organisons des séances de dédicaces dans les librairies clubs. Ça coûte de l'argent tout ça? Ah oui, mais c'est sur le prix du livre, donc c'est vrai que nous on ne touche pas grand chose. Non, enfin, tu travailles presque en tant que bénévole, hein, grosso modo. Moi là je suis bénévole, je ne me fais pas payer. Et quand tu vas dans les salons, tu n'as pas l'impression de perdre ton temps? Non, parce qu'on les sélectionne vraiment, on sélectionne vraiment peu de salons, et quand on les fait, on sait que c'est là où on doit être et qu'on ne fait pas, par exemple, du fantastique, puisqu'on ne fait pas de fantastique, on ne va pas aller perdre son temps dans un salon fantastique. Mais les petites capsules vidéo de Fab et Dave, vous savez, ces deux copains qui partent au tennis en voiture et qui n'y arrivent jamais, eh bien c'est fini, terminé. Enfin, pas vraiment, car Bob en fait les a trouvés, leur a demandé pourquoi et s'ils avaient trouvé une solution. Alors Fab, c'est le Hardy des deux si on les compare à Laurel et Hardy, est surchargé de travail dans sa vie professionnelle et donc doit faire un pas de côté. Mais Dave, donc le Laurel des deux, continue le concept avec celui des jours de l'année. Alors vous savez que c'est une mode depuis un certain temps, les médias consacrent chaque jour de l'année à quelque chose, c'est la journée du sida, la journée de la femme, la journée des arbres, etc. Et vous allez voir que Dave, donc Laurel, est tout à fait capable de vous expliquer pourquoi. Enfin, à sa façon. Bon alors Fab et Dave. Tu veux regarder cette casquette? Non, soyez un peu sérieux s'il vous plaît, vous permettez? C'est moche, hein? Ça tourne là, ça tourne. Ah, bonjour. Fab, j'ai entendu dire t'es viré toi? Mais non, je suis pas viré. Mais si, il m'a dit que c'est terminé votre collaboration. C'est mis en stand-by. Ouais, c'est la même chose. T'es viré pour des années quoi. Ouais, quand même. C'est vrai que finalement, il a pas tort. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça, c'est que mon activité professionnelle prend vraiment beaucoup de temps. Et donc j'ai plus trop la possibilité pour l'instant de continuer ce qu'on faisait. Pour quelle raison? Parce que c'est assez compliqué ce qu'on fait, même si ça a l'air comme ça, c'est ça. Mais non, vous êtes assis dans une voiture et puis voilà, vous mais oui, c'est ce qu'on croit tous. Mais la voiture, il faut qu'il y ait du soleil, il ne peut pas pleuvoir. On est obligé de faire ça un dimanche parce qu'il nous faut un parking vide. Tu vois, donc il y a plein de contraintes, ce qui fait que bon, on ne sait pas faire des tournages quand on veut. Et votre caméra, elle est où? Elle est sur le tableau de bord. Voilà. Oui, mais alors ça veut dire qu'on ne va plus vous voir du tout. Moi, je trouve ça triste, parce que ça fait presque 2 ans qu'on vous passe tous les mois. Non, comme on a dit, c'est en stand-by, donc ça risque de revenir à un moment donné ou à un autre. Quand... Si on ressent un regain d'intérêt pour la chose, parce que là on est un peu abandonné, on se trouve un peu abandonné, donc du coup il y a
c'est quand même aussi une de motivation, forcément. Internet est envahi par des YouTube. C'est vrai, c'est envahi. Si on voit qu'il y a un intérêt, que nos clips augmentent, que les vues augmentent, que les partages augmentent, on va se dire ok, il y avait quand même. Ouais. Finalement, il y avait quand même. Mais c'est pas vraiment le cas non plus, c'est ça qui est embêtant. Voilà. Beaucoup de gens vous trouvent bon, mais en fait ils vous poussent pas. Non. Non, mais quelque part on est sauvé quand même. Enfin, moi je parle de l'émission. Parce que toi, tu vas continuer. Ah, mais moi effectivement, j'ai continué. Je n'ai pas attendu que Fab soit libre. J'ai continué de mon côté parce que moi, évidemment, j'avais un peu plus de temps que toi. Bah, t'es fonctionnaire, c'est normal. T'es pompier, c'est ça. Je suis pompier aussi à la base. Et il n'y a pas souvent le feu, quoi. Voilà, surtout, il n'y a pas le feu. Et donc, j'ai entrepris, je me dis, tiens, j'avais remarqué que tous les jours, il y avait des journées mondiales. Et je me dis, mais tiens, ça c'est vrai. Moi, à la RTB, on dit aujourd'hui c'est la journée mondiale, je ne sais pas, de n'importe quoi. Tous les jours, il y en a eu. Exactement. Et des fois, il y a des journées mondiales, je me suis dit, mais c'est quoi cette journée mondiale? Parce qu'il y a des fois des titres de journée mondiale, même dans le titre, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, on se demande qui les invente. Voilà, ça aussi. Et j'ai été recherché et j'ai pas trouvé qui les inventait, mais par contre, j'ai fait des recherches sur chaque journée mondiale. Et il y en a pratiquement une tous les jours. Donc, je me suis dit, je me suis mis un petit challenge de faire chaque jour une petite vidéo sur les journées mondiales. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la charité. Ah bon? Oui. Enfin, aujourd'hui, je veux dire. C'était nos journées mondiales de la charité. Oui, mais au moment où on fait David, ça veut dire qu'on doit être charitable aujourd'hui, mais pas les autres jours. Non, juste aujourd'hui. Ah, juste aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit mettre sa charité en avant. Donc moi, ce que j'ai demandé aux gens, c'est de venir sur ma page, d'être un peu charitable voilà. Et de venir liker ma page. C'est que les autres jours, pas. Les autres jours, ils peuvent aussi, mais je ne vais pas insister. Ah. Aujourd'hui, c'est la journée où je peux insister, tu vois. Maintenant, votre couple, il divorce. Est-ce que vous allez devant le juge? Vous avez pris un avocat ou... Moi, j'y ai pas pensé, parce que c'est pas dans mes lignes de conduite. Il faut quand même séparer la maison en deux, etc. Non, c'est... Non, il peut garder les clés. Il peut garder les clés? Ouais, il peut garder les clés. Il ne t'énerve plus, alors? Pardon? Rien que pour le plaisir, dis-moi qui t'énerve. Ouais, mais alors là, il faut que je sois plus dans le move, il faut qu'il dise une connerie, alors je vais lui dire d'arrêter. Moi, je dis des conneries. Ouais, dis un peu de bêtises pour voir. Je dis pas des conneries, moi. Ouais, bah, tu m'énerves, c'est bon. Tu peux couper ton truc, c'est plus la peine. Mais je vous dis des coupe ça, coupe. Alors les amis, quel est le top 10 des résolutions de cette année? Je te le demande, tiens. Première résolution de ce top 10. Arrêter de fumer. La meilleure résolution, ce serait peut-être de ne pas commencer à fumer. Hein? C'est plus intéressant, hein? Parce que si tu commences pas, ben, t'es pas obligé après d'essayer d'arrêter. Et on sait très bien qu'arrêter de fumer, c'est super compliqué. Tandis que ne pas commencer, ça c'est facile. Ah ouais, c'était facile, c'était à la portée de tout le monde. Deuxième résolution, faire du sport régulièrement. Alors, faut pas vous déchirer non plus, hein. Faites ça progressivement, hein. Si par exemple, vous faites 150 kilos, hein, ne pensez pas directement à faire du tennis en compétition, hein. Allez, je sais pas moi, un petit peu courir, ou avant de courir même, marcher, hein. Déjà marcher, c'est déjà du sport, hein. Des fois même plus de sport que courir, hein. Alors, allez-y modérément, hein. Ne vous fixez pas des objectifs impossibles dans un premier temps, hein. Ça ne sert à rien. En 3. Faire moins de dépenses. Ah, ça, pour faire moins de dépenses, faut faire moins de dépenses, hein. Surtout pour les acheteurs compulsifs. Et Dieu sait s'il y en a, hein. Alors, quand vous avez une impulsion comme ça, hein, que c'est pas quelque chose que vous vouliez acheter directement, et bref, faites 7 fois le tour du magasin. Et si à la 7e fois, vous avez toujours envie de l'acheter, eh ben, rentrez à la maison et attendez 7 jours. Et puis si après 7 jours, vous avez toujours envie de l'acheter, essayez 7 mois. Hein, peut-être 7 ans. Hein. Voilà, à ce moment-là, ça sera peut-être même plus à la mode, hein, donc vous n'aurez peut-être plus envie de l'acheter, hein, donc vous dépenserez moins. Hein, c'est peut-être une solution, hein, pas la seule, mais peut-être une solution. En 4, faire des économies. Ben, entre nous, si vous appliquez celle de la solution 3, vous ferez vite des économies, hein, même avant 7 ans, hein, je peux vous le garantir. Hein. En 5, arrêtez de procrastiner. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est tout simplement arrêter de mettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Bon, alors évidemment, il y a des choses qu'on peut faire directement et qu'on ne doit pas reporter au lendemain, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais si c'est pour déplacer une tonne tout seul, ça va être compliqué. T'es mieux d'attendre qu'il y a quelqu'un qui puisse t'aider. Hein. Et des fois, c'est pas le jour même. Hein. Alors, fais gaffe quand même. En 6, adopter le do it yourself. Mais comme son nom l'indique, c'est essayer de faire soi-même. Alors, il y a bien des choses qu'on peut faire soi-même, ça c'est sûr. Hein. Par contre, il y en a d'autres... ça devient compliqué, ouais, où faut être doué. Moi, par exemple, repasser moi-même, ça c'est super compliqué. Alors, il faut trouver quelqu'un d'autre pour le faire pour soi. Hein. Ça peut se faire aussi. Moi, en général, je demande à ma femme.
Mais bon, je suis pas très gâté non plus parce qu'elle sait pas le faire elle-même non plus. Alors si vous avez des solutions pour moi, n'hésitez pas, hein, les gars. En 7, se déconnecter le plus souvent. Alors, si vous voulez vous déconnecter le plus souvent, hein, moi j'ai un truc pour vous. Arrêtez de payer votre connexion Internet, hein, et vous serez déconnecté là le plus souvent possible, hein, ça c'est sûr. En 8, passer plus de temps avec votre famille. Alors ça c'est une bonne idée. Ah ça j'adore, passer du temps avec la famille. C'est une des résolutions que je vais essayer d'appliquer le plus. Sauf peut-être pour ma belle-mère. En 9, je vais plutôt faire comme ça, c'est plus facile. En 9, partager moins d'informations sur Internet. Alors, c'est vrai qu'actuellement, partager des informations sur Internet, il faut faire gaffe à ce qu'on met, hein, parce que ça nous poursuit très vite. C'est vrai qu'en 1970, on n'avait pas ce genre de problème. Hein. Une fois qu'on avait fait la connerie, on ne savait pas la mettre sur Internet. Ça n'existait pas. Alors, revenez comme dans le temps. Hein. Quand vous faites une connerie, essayez de pas de photographier, ni filmer, ni avoir vos copains qui ont tout ça avec vous. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est partir par exemple avec des copains à l'aventure, hein, et vous interdisez tout iPhone, tout portable, tout iPad, toute caméra, tout ce que vous voulez, hein, pour pas que ça se voit. C'est une bonne idée. Hein. Ou alors, faites pas de conneries. Enfin, faire des conneries, c'est quand même chouette de temps en temps. Hein. Si je pouvais mettre les photos, je vous montrerais quelques conneries, mais c'est mieux de pas en mettre. Et en 10, ne pas faire de résolution. Ben, c'est ce qui est encore de plus simple. Hein. Ou alors vous les faites au fur et à mesure, hein, ou vous ne les dites à personne. Hein. Maintenant, c'est vrai que si on pouvait chacun se donner des résolutions acceptables pour soi et pour tous, ah ben ça serait parfait. Hein. Moi, je me dis déjà que dans les résolutions, on a oublié par exemple de sourire aux gens. Ça c'est chouette, ça donne envie de sourire à son tour. Et si tout le monde sourit, eh ben, on n'aura plus envie de tirer la gueule ou de dire du mal. Hein. C'est dire du mal, c'est pas bien. Hein. Moi, j'en mettrais un petit 11e. Hein. Parce que si tu souris, hein, lave tes dents. Hein. Parce que avoir un sourire avec des vilains dents, pas lavées, c'est pas bien. C'est déjà pas bien pour l'image, mais après pour les gens, pour l'odeur, c'est pas terrible non plus. Hein. Bon allez, j'espère que dans toutes ces résolutions, il y en a quelques-unes que vous pourrez appliquer pour vous-même. Hein. Ce sera tellement chouette. Hein. Allez, à l'année prochaine, hein, pour d'autres résolutions. Hein. Je compte sur vous. Et si vous avez des chouettes résolutions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Hein. Comme ça, on en discute, on en parle. Hein. Ou on s'en moque. Hein. Allez, à bientôt les gars. Hein. Et encore une bonne année. Hein. Lettre aux escrocs de l'islamophobie. Ce texte, Charb, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, l'a écrit 2 jours avant de tomber sous les balles des frères Kouachi avec Wolinski, Cabu, etc. C'était début de 2015. Depuis, bien, ce texte fait le tour de la France avec le théâtre K de Lille et arrive le 5 et 6 octobre à la Clarencière à Ixelles chez notre amie Fabienne Gauvert. Une lecture scénarisée suivie d'un débat avec le public qui marque la différence qu'il convient de faire entre musulmans et islamistes. L'occasion également de rappeler que Charlie Hebdo fête cette année son 25e anniversaire. Bon, Fabienne, c'est la 20e fois, 30e fois qu'on se voit. Mais quand on vient à la Clarencière, c'est quand même toujours pour des sujets intéressants, je trouve. Ah oui. Tu vas organiser, enfin tu es à la base de ça, c'est le 5 et le 6 octobre. Oui. L'émission a lieu le 24, donc on arrive juste à temps. Magnifique. Une soirée au cours de laquelle on va surtout lire. Hein. Non, on ne le lit pas parce que c'est vraiment une interprétation très théâtralisée. Théâtralisée. Faite par quelqu'un du théâtre K de Lille, c'est ça? C'est ça. Il s'appelle comment ce gars? Gérald Dumont. Voilà. Et il interprète un texte de Charb. Absolument. Bon, Charb, pour ceux qui ne le savent pas, on rappelle que c'est l'ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Tout à fait. Qui est mort le 7 janvier 2015. Tout à fait. Dans quelles conditions? Qu'il a été assassiné pendant la conférence de rédaction, la conférence de la semaine où il décidait des sujets qu'ils allaient éditer dans Charlie Hebdo. Il était en compagnie de Wolinski, Cabu, Bernard Maris. Ils sont tous fait descendre par les frères Kouachi. Ils ont tous été assassinés. Ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, les jours précédents, il en avait tellement marre, Charb, d'être constamment suivi par des flics qui le protégeaient en fait. Hein. Il était en garde rapprochée permanente, 24 heures sur 24. D'ailleurs, son garde du corps a été assassiné en même temps qu'eux. Voilà. En tout cas, il était en protection rapprochée et il avait dit à son ami de l'époque qu'il allait intervenir auprès du ministère pour qu'on lui lâche un peu les baskets et que
C'est-à-dire que la veille, il avait dîné avec Patrick Pelou, l'urgentiste, qui était aussi un des Charlie Hebdo, et il lui avait dit « J'ai la nette sensation que toute cette histoire s'est tassée maintenant, que les gens se sont habitués, que l'humour dont je fais preuve et dont on fait preuve tous, ben, de toute façon, il est comment dirais-je, utilisé un peu partout, et que ça ne choque plus. Je vais demander à la Sûreté de l'État pour qu'on cesse cette garde rapprochée. » Et à l'époque, il avait aussi d'autres problèmes. Il était à la recherche de financement parce que Charlie Hebdo se portait très mal. Oui. Et il cherchait 200 000 € de toute urgence. Oui, de toute urgence parce qu'ils allaient devoir de façon imminente déposer la clé sur le paillasson. Oui. Absolument. Et évidemment, après... Ils avaient déjà eu leur bureau incendié plusieurs années avant. Hein. Donc ils avaient déjà dû déménager. Ils étaient déjà dans un building avec des sécurités un peu cachées. Tout ça n'avait pas arrangé les affaires de la rédaction et la comptabilité. Non, mais enfin, c'est horrible à dire, mais cet événement a sauvé Charlie Hebdo aussi. Cet événement a sauvé Charlie Hebdo. Cet événement a sauvé Ils se sont retrouvés à 1 million d'exemplaires du jour au lendemain. Tout à fait. Charlie Hebdo se porte très bien pour le moment et on en est très content. Et en fait, Charb avait dit « Je préfère je préfère mourir debout que vivre à genoux. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'emprunt, donc je préfère vivre comme ça. » Et il ne savait pas si bien dit. Le texte qui s'appelle « Lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie », c'est de Charb. Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Oui, mais c'est de Charb. Oui, il avait terminé de l'écrire 2 jours avant d'être assassiné. C'est fou, hein? Oui. C'était une lettre ouverte. Ouais. Où justement il souhaitait expliquer qu'il n'était pas raciste, qu'aucun chez Charlie Hebdo n'était raciste, qu'ils étaient favorables à toutes les cultures, à toutes les civilisations, à toutes les religions, et qu'ils plaisantaient autant sur les chrétiens, sur le pape, que sur les musulmans, que sur les juifs, sur la royauté, sur tout. Rien, il estimait qu'on pouvait rire de tout. Mais il estimait aussi qu'on avait la parole libre, c'est ça qu'il voulait dire. Et qu'on ne devait pas confondre musulmans et islamistes. Absolument, et intégristes. Donc ce spectacle a été plébiscité par Charlie Hebdo, il est complètement adoubé. Gérald Dumont, il est pris sous l'aile de Charlie Hebdo et il circule partout avec ça. Et pourquoi ici à la Clarencière? Eh bien, et pas au Palais des Beaux-Arts, je sais pas moi. Eh bien parce que j'ai la chance d'avoir mis au monde un binôme à la Clarencière il y a 11 ans qui est le Verbe Fou à Avignon. Oui. Et si le Verbe Fou à Avignon n'avait pas existé, jamais Charlie Hebdo ne serait venu à la Clarencière parce qu'en fait, ils m'ont contacté à Avignon pour venir jouer chez moi. Et tout de suite, j'ai dit oui. On a été très peu à répondre oui. On a été 6 sur 130. Pourquoi? La trouille de voir? Oui, tout le monde a eu peur, tout le monde s'est débiné. Mais les 5 et 6 octobre, tu vas voir plein de flics ici alors? Oui. Plein de musulmans, de femmes voilées, Non, je ne pense pas que j'aurai beaucoup de musulmans et de femmes voilées. Mais parce qu'il y a un débat après le spectacle. Il y a un débat, absolument, oui. Et si les musulmans ne sont pas là? Ah mais ça, ce sont les gens qui choisissent s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas. C'est un spectacle de théâtre comme n'importe quel spectacle de théâtre. Il est annoncé dans la presse et puis après ils vont faire leur choix. Jusqu'à présent, il y a la moitié de la salle qui est réservée pour les 2 jours. Il y a des journalistes qui sont là, il y aura évidemment un service de sécurité très renforcé, bien sûr. Bien sûr. Là-bas, à Avignon, on a bloqué tout le quartier. Hein. On a bloqué tout le quartier avec des voitures de sécurité. J'ai eu le service des minages de Marseille, les chiens pisteurs. Enfin, ça a été le... Pour un texte qui, en fait, est pro, est ouvert à toutes les religions. Tout à fait. Tout à fait. C'est fou. Pour un texte qui, justement, explicitait la différence entre le musulman pratiquant ou pas pratiquant et l'islamiste. Bien sûr. Donc maintenant, tu attends que les gens arrivent? J'attends que les gens arrivent. Pas du tout en colère contre ce qui s'est passé, parce qu'on pourrait dire qu'ils sont pleins de hargne, de vengeance. Pas du tout. Ils sont très heureux de porter la parole de Charb. La première soirée qui s'est faite au théâtre de Loul, où ils étaient tous sur scène après pour le débat, il y avait une émotion tellement palpable. Je crois que tout le monde avait les larmes aux yeux, les larmes dans la gorge, parce que c'était la première fois depuis les attentats, que la parole de Charb pouvait être dite comme ça, devant le public, devant la presse, et qu'après, il y avait un débat et que les gens pouvaient s'exprimer. Donc là, ils ont dit tout ce qu'ils contenaient depuis 2 ans. Ma dernière question, il y aura des caricaturistes belges? Non. Non, il n'y aura ce jour-là, en principe, que Gérald Dumont et Marie Cabrette. Non, ce n'est pas prévu. Ils n'ont pas été invités. La salle est trop petite. Oui, la salle est trop petite. La salle est trop petite, on ne peut pas. C'est un cadeau qu'ils me font de venir. Hein. C'est un cadeau parce que c'est sûr que c'est pas rentable. Pour une fois, Marc Kageber nous parle de lui-même.
Ce mois-ci, nous n'avons pas rencontré Marc Hageber, directeur des archives et musées de la littérature belge, pour qu'il parle d'un auteur du passé, non, mais pour qu'il parle de lui-même. Il publie en effet aux éditions Peterland le deuxième tome d'une collection intitulée Documents pour l'histoire des francophonies, dans lequel il analyse plus particulièrement l'évolution de l'écriture belge pendant la période entre-deux-guerres, 1914-1944. Précisons bien qu'il analyse car il ne se contente pas de réécrire une xème histoire de la littérature belge, mais il tente d'expliquer pourquoi et comment les écrivains belges se sont démarqués à ce moment-là des auteurs français. Ce genre d'études scientifiques ne se lit pas évidemment comme un polar, il est plutôt destiné aux bibliothèques universitaires et aux amateurs éclairés. Mais il peut néanmoins servir de référence et remet en valeur des noms même méconnus comme Victor Serge, dont nous parlerons sûrement lors de l'une de ses chroniques littéraires. Alors Marc Hageber, aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel et nous en sommes très honorés. Vous nous recevez chez vous, avenue de la Toison d'Or, dans un appartement superbe, magnifique, avec une toile qui est différente de celle dont on a l'habitude de voir. Mais vous me dites que c'est en fait du même auteur. Oui, c'est Sarah Kaliski, simplement celle dont vous avez l'habitude du début du XXIe siècle. Et celle-ci, c'est la fin des années 70. Et l'autre toile, ce sont les frères Simenon. C'est les frères Simenon. Je le rappelle parce que je crois que ce serait utile. Vous êtes directeur donc, des archives et musées de la littérature, c'est un grand terme. Alors on peut se poser la question de savoir, cette institution, c'est vous qui l'avez créée? Oui et non, c'est-à-dire que le fondateur, c'est Joseph Hans, qui a été un de mes maîtres à l'université de Louvain. Et en 77, quand j'arrive au ministère comme conseiller littéraire et théâtral, après avoir été à la recherche scientifique, je découvre le dossier de cette institution que je ne connaissais pas. Je me disais ceci en voyant les expositions, parce que chaque fois que je viens vous voir, je suis là un peu trop tôt, j'aime bien être à l'heure, je me promène et je vois des expositions, puis je me dis, mais en fait, c'est pas difficile pour eux. Ils sont tous sur place. Ils ont des archives, ils n'ont qu'à prendre, ils n'ont qu'à puiser dans tous ces bureaux fermés à double tour dans lesquels dorment des archives, non? L'essentiel, c'est des dons. Et puis alors, il y a parfois des dépôts, comme de la Fondation Roi Baudouin. Ouais. Et dans cette institution, combien de personnes travaillent? Une petite vingtaine. Une vingtaine, mais vous savez, aujourd'hui, tout le monde n'est plus à temps plein. Hein. Non. Aujourd'hui, on ne vient pas parler d'un auteur belge, ancien, moyen, disons. On vient parler de vous, en fait. Parce que vous, oui, mais vous êtes aussi auteur. Mais je dirais plus, vous n'écrivez pas des romans, des thrillers policiers. J'ai écrit un roman. Vous avez écrit un roman? Non. Qui s'appelle comment? Les Grands Masques. Ah, Les Grands Masques. Et il y a une dimension, il y a une suite policière dedans. C'est pas un roman policier. On pense à Michel de Gelderode, non? Ou rien à voir? Il y a les masques africains. Il y a un double jeu sur comment les gens se masquent. Il y a une histoire de trafic de masques. Mais l'essentiel, disons, de votre œuvre littéraire, elle est quand même scientifique. Hein? Oui. Bon, parce que vous avez, d'abord, vous avez comme éditeur, dans ce cas-ci, puisqu'on va parler d'une collection, hein, qui s'appelle Documents pour l'histoire des francophonies, mais c'est partout dans le monde, hein, vous l'avez dit, c'est le français en Europe, en Afrique, aux États-Unis, etc. Oui. Et dans cette collection, vous avez parlé d'histoire, forme et sens en littérature, la Belgique francophone. Le titre n'est pas très glamour. Pas très sexy, non. Pas très sexy, mais ça veut dire quoi exactement, plus concrètement? Mais la question, c'est que s'il y a une littérature belge francophone spécifique, différente de la française, forcément différente de la suisse, c'est parce qu'il y a une histoire différente. J'ai l'impression en fait que vous ne faites pas simplement l'historique de la littérature belge, mais que vous essayez d'expliquer pourquoi la littérature belge est exprimée de telle façon. Oui, tout à fait, c'est la bonne formule. En fait, c'est 3 bouquins que vous allez sortir, ou peut-être 4. 5, bon. 4 sûrement. 4 sûrement. Donc dans Histoire, forme et sens en littérature, la Belgique francophone, il y a eu d'abord l'engendrement, 1815, donc en fait avant 1830. Hein. Oui, parce qu'il y a 1914. 1914, ça c'est la première... Bon, c'est le 19e siècle.
Voilà, c'est paru, et c'est la littérature belge dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent. C'est le rare, c'est Plisnier, Maeterlinck, tous les grands, Rodenbach, etc. Maintenant, vous venez de sortir, c'est tout récent, L'ébranlement. Là, c'est 1914-1944, donc ce sont les deux guerres ensemble qui ont évidemment révolutionné la littérature belge et le pays également. Donc, que va-t-il arriver dans le 3 il est en route déjà, sans doute. Oui, mais le 3, c'est 44-45 jusqu'à 74. Dans ce tome 2, donc, qui vient de sortir, vous expliquez, entre autres, qu'il y a une sorte de modification dans le patriotisme belge, qui se ressent dans la littérature belge, du fait qu'on a réussi, nous, petit pays de rien du tout, à résister à l'invasion allemande, plus le fait qu'en fait, tous ces gens qui tout d'un coup se ressentent patriotes, étaient en fait très germanophiles avant que les Allemands ne nous envahissent. Donc je ne parle pas de 40-45, je parle de 14-18. Il y a donc un patriotisme dont la figure du roi Albert, figure du roi vainqueur, qui a ménagé le sang de trop, il ne faut jamais oublier ça, donne aux Belges une conscience d'eux-mêmes qu'ils n'ont jamais eu à ce point-là. Et donc j'essaie dans ce livre d'expliquer ce qui se passe entre 14 et 44, et d'expliquer aussi qu'est-ce qui va sortir d'original de ce contexte, ce complexe historique. C'est Michaud, c'est Nouget, c'est Plisnier dont on a parlé dans une émission précédente, c'est Hergé. Tout à fait. Et on me dira, mais enfin, pourquoi vous n'avez pas parlé de Simenon ou de Genré dans vos études? D'abord parce qu'on ne peut pas parler de tout, et que je pense qu'en plus, les études monographiques, comme je les appelle, il faut que ce que j'écrive apporte quelque chose de différent. Tout à fait. Sur Simenon et Genré, on va pas répéter pour la 10e fois. Je peux donner un cours, mais jusqu'à présent, je n'ai rien de nouveau à apporter par rapport à ce que d'autres critiques ont apporté. Et je trouve que là, il faut être clair, quoi. Si ça a été fait par d'autres, ça a été fait par d'autres. Le 3e tome, il va parler de l'émergence du peuple flamand et peut-être de la division de la Belgique. Ah, forcément. Je pose la question. 45-74, c'est le vote des lois linguistiques, c'est la scission de l'université de Louvain, c'est la scission des partis socialistes, c'est le début de la fédéralisation de l'État. La fédéralisation proprement dite, c'est 81. Elle n'est pas terminée, hein? Elle n'est pas terminée. Donc oui, c'est la décolonisation. Oui. C'est la fin du sillon acier charbon wallon. Enfin, donc c'est pas la même histoire donc, que l'entre-deux-guerres. Est-ce que dans cette fin de cette année-ci, l'année prochaine, on va surtout parler alors de grands auteurs de cette période, de cette seconde période qui est dans votre bouquin? Je pense à Nouget, on n'a pas encore parlé de Nouget, et puis d'autres. C'est peut-être ceux-là que vous allez nous présenter. Pourquoi pas Victor Serge? Tant que mon livre n'est pas fait, je ne veux pas vendre la peau de l'ours, parce qu'il y aura aussi tous les chapitres historiques. Non, mais je veux dire, dans notre émission à nous. Ah oui. Est-ce qu'on ne va pas maintenant, alors justement, mettre en exergue ces gens qui... Ça, moi, je serais ravi, mais ça, c'est vous le chef, c'est pas moi. Ah, mais non, mais oui, moi, je propose, c'est vous qui disposez. Oui, non, ça, je suis d'accord. Mais écoutez, ma dernière question, c'est ceci. Bon, ce livre est sorti, c'est une somme, évidemment. Hein. Il est lourd, il est scientifique, c'est pas un livre à lire dans le tram quand on passe d'un arrêt à l'autre. Je pense qu'à partir de ce livre, d'autres ou moi, mais enfin bon, moi j'en ai encore beaucoup à écrire et je n'ai pas 20 ans. Il y a moyen de dire ça autrement, puisque la matière est là, elle a été analysée, il faut la synthétiser, c'est tout. Mais c'est ce que nous allons essayer en tout cas de continuer à faire. Ça va, merci beaucoup. The place to be, le Blues Fair de Liège. Outremeuse, c'est le quartier des théâtres et des cabarets chantants de Liège. C'est là également que se trouve le fameux café des marionnettes Chanches et Danès que nous retrouverons prochainement dans l'émission. C'est là enfin que se trouve le Blues Fair, un club de jazz que tous les musiciens internationaux du genre se doivent de visiter lorsqu'ils sont en tournée en Europe. Mais pas que. Installé depuis 5 ans dans un ancien restaurant de la rue Surlé, racheté depuis par la ville et qui en a
confier la gestion à l'ASBL Black Roots, l'endroit accueille également des événements littéraires. Je vous propose l'interview décontractée d'Edmé de Havé avec le responsable des lieux, Jean-Paul Billmaker, que les amateurs de blues connaissent pour ses solos d'harmonica. Edmé, ici on est en Outremeuse. On est en Outremeuse, on a vu Surlet, c'est une rue qui est encore en train de se reconstruire, disons, où il y avait beaucoup de théâtre. Il y a toujours théâtre plus loin. Il y a le musée Tiantier qui est pratiquement le là-bas au bout de la rue, je crois. Là. Hein, oui, il est là. Ouais. Alors il y a un théâtre de marionnettes Tiantier là-bas, où on fait des représentations des aventures de Tiantier et Nagès. Et c'est aussi de ce musée que sort le bouquet. C'est une procession qui a lieu le 14 août, donc pour les fêtes du 15 août. Et puis on le balade en Outremeuse et il va présenter ses hommages au potal de la Vierge Marie. Et de l'autre côté de la rue, on est en face du Blues Fair. On est en face du Blues Fair. Et je crois que Jean-Paul nous attend. Hein. Oui, il nous attend. Ouais, il va nous en parler. Voilà, d'accord. Je suis déjà venue ici. Je suis venue quand le fils de Stéphane Ouest. Et puis alors j'étais venue, mais il y en a qui viennent aussi. Donc, à mon avis, ça devrait... Bonjour Jean-Paul Billmaker. Alors c'est l'histoire de ce Blues Fair commence il y a longtemps, lorsque tu étais encore un avocat. Alors comment d'avocat est-ce qu'on se jette dans le blues et le jazz? L'histoire du Blues Fair remonte à janvier 2011. Mais mon envie de faire, de m'occuper, de gérer une salle de musique, ça remonte déjà des années. Je me suis occupé d'une association interculturelle à partir des années 85. On a commencé en 2011 dans une grande salle, et puis on est passé, c'était trop grand pour nous, et on a cherché, on a trouvé cette salle-ci en août 2012, donc il y a plus de 5 ans. Et il y a eu aussi un petit goût prononcé pour l'harmonica. Alors là, ça remonte à loin. Hein. Oui. Je ne vais pas dire le nombre d'années par coquetterie, mais quand même, j'ai commencé à jouer de l'harmonica à 10 ans, en prenant l'harmonica de mon père, donc depuis lors, c'est resté de passion. C'est ça qui explique en partie le blues d'ailleurs, parce que l'harmonica est vraiment l'instrument, je dirais, presque organique du blues, puisqu'on le met facilement dans sa poche, et pour les Noirs américains, se balader avec un harmonica en poche, c'était assez facile. Cet endroit-ci, avant que tu ne l'occupes, c'était un restaurant? Ça a été plusieurs restaurants, successifs évidemment. Celui le plus connu était le Lion Dodu, qui était un restaurant étoilé, qui avait vraiment une belle réputation, on pouvait y accéder aussi par la rue Roture, puisque à l'arrière il y avait une porte qui donnait sur la rue Roture. Il y a eu un autre, le dernier, c'était le Coq Art, qui était un restaurant tenu par un amateur d'art, et il y avait des cimaises dont on continue à profiter d'ailleurs. Alors donc il y a quand même une très bonne nouvelle pour ceux qui espèrent que cet endroit va rester, c'est que la commune a acheté les murs. Oui, c'est ça, les murs ont été achetés par la ville de Liège, et ils nous ont été confiés dans le cadre d'un contrat d'amphithéose de 27 ans. Nous avons une redevance à payer, donc chaque mois nous aurons une somme à payer, qui n'est pas nulle, c'est une somme sérieuse, mais qui nous coûtera quand même moins cher que ce qu'on payait avant. Et on a un peu plus de facilité qu'auparavant pour pouvoir tenir le coup. Walk from money to first show. You got ready now, go run, go. Yes, you do it. Stand my blue suede. L'endroit a un public naturel, mais c'est d'abord le groupe qui doit avoir son public. Alors on a des musiciens de blues qui eux sont de renommée internationale.
ceux qui sont là derrière, par exemple, les Noirs américains qui sont là, ce sont des gens qui sont qui remportent les meilleurs prix aux États-Unis. Oui. Ils viennent ici, nous demandent de venir ici. Mais pourquoi pas Stylo Blues faire? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits, ça c'est la deuxième Exactement. chose que je voulais dire, c'est que les endroits où on organise de la musique vivante sont devenus très très rares en Belgique, très très rares. Une particularité aussi de cet endroit, c'est que tu consacres surtout le week-end pour le blues et le jazz, mais la semaine, tu ouvres également à d'autres types d'activités culturelles, musicales, littéraires même. Hein. On essaye le mardi particulièrement d'ouvrir, d'être une première scène, je dirais. Le premier mardi du mois, en tout cas, c'est scène ouverte, oui. En expression française exclusivement. Il y a assez d'anglais comme ça le reste de la semaine, donc le mardi, c'est le français. Ce qui est intéressant, c'est que le premier mardi est parfois l'occasion, une sorte de petite école pour des jeunes qui démarrent et qui viennent tester des choses, des chants, des chansons, de la poésie. Et puis quand ils sont bien rodés, moi je leur propose à un moment donné de faire un spectacle avec eux, un autre jour de la semaine ou un mardi. Voilà. Maintenant, c'est clair que l'association étant chargée d'une mission qui nous est donnée par le pouvoir public, finalement, la ville de Liège nous encourage à faire ce qu'on fait. Personne n'est éternel et on doit trouver des gens qui viennent après nous pour pouvoir continuer le projet. Mais on aimerait en tout cas pouvoir approfondir l'idée de la maison du blues avec formation au blues. Il y a des maisons du jazz un peu partout, des maisons du blues, il n'y en a aucune. Il n'y en a pas. Et bien voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Pour rappel, donc l'adresse de notre site actu-tv.net, notre adresse mail, si vous avez un renseignement à nous demander, baudouin.boutique@skynet.be. Les séquences individuelles de l'émission sont sur YouTube ainsi que l'émission complète depuis cette rentrée. Prochaine émission, le dimanche 22 octobre à 20h précise. Bye bye!